Bonjour, je m'appelle Armelle. Il y a 2 soirs à peine, lors du dîner de fiançailles de ma propre sœur, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a traité de « pauvre éboueuse » devant toute la table. Mon père, lui, a ri dans son verre de vin. Il se moquait de mon travail, il se moquait de ma vie, il se moquait de mes choix. Mais ce qu'ils ignoraient, l'ironie cruelle de la situation, c'est qu'ils étaient assis dans mon restaurant. Le restaurant que j'ai construit à partir de rien, avec ma sueur, mes larmes et des dettes qui m'empêchaient de dormir. Ils ne le savaient pas. Pas encore. Ce soir-là, alors que j'étais au plus bas, un parfait inconnu dans la salle, un autre client, a regardé autour de lui et a demandé d'une voix claire, « Mais au fait, c'est à qui, ici ?» Et à ce moment-là, tout le monde s'est figé. Avez-vous déjà eu cette sensation? L'impression d'être totalement invisible dans une pièce que vous aviez vous-même bâtie de vos propres mains? C'est une histoire vraie, et je vous préviens, elle est intense. Elle parle de famille, d'argent, de jalousie et de la difficulté de tracer sa propre route. Avant de plonger dans les détails de cette soirée que je ne suis pas prêt d'oublier, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. C'est toujours fascinant pour moi de voir jusqu'où ces histoires voyagent. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville, quelle région de France ou quel pays vous regardez cette vidéo, et s'il fait jour ou nuit chez vous. Maintenant, revenons à cette invitation. Tout a commencé, comme souvent dans ma famille, par une communication froide et impersonnelle. Un message sur Zalo, un mardi après-midi. Mon téléphone a vibré sur le comptoir en acier inoxydable de ma cuisine d'essai. C'était ma mère, Béatrice. Une notification de sa part était un événement suffisamment rare pour provoquer une petite montée d'adrénaline. Le message était bref, d'une efficacité glaciale, dîner de fiançailles pour Solange et Romain. Jeudi soir, 19h. Le chêne doré. Sois à l'heure. Pas de « bonjour ». Pas de « comment vas-tu ». Pas de « bisous ». Et bien sûr, aucune mention du fait que, le chêne doré, ce nouveau restaurant gastronomique dont tout Lyon parlait, cet établissement de la presqu'île qui faisait la couverture des magazines, était à moi. Comment le saurait-il? Je ne leur avais jamais dit. Je n'avais pas crié sur les toits que la « déception » de la famille, celle qui avait abandonné HC, avait réussi. Ma famille, c'est compliqué. Mon père, Didier, est un banquier d'investissement de la vieille école. Pour lui, la valeur se mesure en millions d'euros et en titres ronflants. Ma mère, Béatrice, vit pour le statut social, pour les apparences, pour le regard des autres. Et moi? Je suis l'anomalie. Je me souviens encore, comme si c'était hier, du jour où je leur ai présenté mon projet. J'avais 25 ans. J'avais quitté HC, aux grandes dames de mon père. J'avais travaillé comme simple employé dans une société de nettoyage industriel pendant 1 an pour tout apprendre. Et je leur ai présenté mon plan d'affaires pour Ecopropre, une entreprise de gestion durable des déchets et d'assainissement écologique pour les industries et les restaurants. Mon père avait lu les 10 pages. Il avait levé les yeux de ses lunettes de lecture. Et il avait ri. Un rire sec, méprisant, qui m'avait transpercé le cœur. « Laisse-moi voir si j'ai bien compris », avait-il dit. J'ai payé des centaines de milliers d'euros en frais de scolarité pour que ma fille aînée devienne éboueuse? Éboueuse. Le mot était lâché. C'est devenu leur arme. Solange, ma sœur, qui elle, avait suivi le chemin parfait HC, stage dans une grande banque, fiancée à un homme riche, n'avait jamais manqué une occasion de me le rappeler. Alors, pourquoi ai-je accepté d'y aller? J'ai longuement fixé l'écran de mon téléphone. J'ai débattu. Une partie de moi, la partie saine, me criait de protéger ma paix, de rester dans mon monde, celui que j'avais bâti. Mais une autre partie, ce n'était même pas de l'espoir. L'espoir qu'ils aient changé, qu'ils me voient enfin, était mort depuis longtemps. Non. C'était de la lassitude. La lassitude d'être l'ombre. Et puis, il y avait l'ironie. La délicieuse, la cruelle ironie. Ils avaient choisi mon restaurant. Solange avait dû lire un article, elle avait dû voir que c'était le nouvel endroit à la mode, l'endroit parfait pour impressionner sa future belle-famille. Je savais même qu'elle avait envoyé un email, via le formulaire de contact du site web, pour tenter d'obtenir une réduction en mentionnant le statut social de son fiancé. Mon manager,
Thibault, me l'avait transféré en riant. Ils pensaient entrer en terrain conquis. Ils allaient entrer chez moi. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier. J'ai répondu, je serai là. Mais je ne savais pas que cette soirée n'allait pas être juste une épreuve de patience. Je ne savais pas que le passé n'allait pas simplement frapper à la porte. Il allait l'enfoncer. Jeudi soir. 18h50, j'ai payé mon VTC au coin du pont Bonaparte. J'aurais pu prendre ma propre voiture, mais je préférais arriver comme n'importe qui. La Saône clapotait doucement, et la basilique de Fourvière, illuminée, semblait veiller sur la ville. Sur Lyon. Ma ville. Celle où j'avais tout risqué. L'enseigne du « Chêne doré » était discrète, en laiton brossé, exactement comme je l'avais dessinée. J'avais choisi ma tenue avec une précision chirurgicale. Pas de paillettes, pas d'ostentation. Une robe en soie bleu marine, simple, mais dont la coupe trahissait le prix. Des escarpins classiques. Un luxe discret, le genre de luxe qui murmure, qui n'a pas besoin de crier. Je savais que ce serait l'antithèse parfaite de ma sœur. En poussant la lourde porte en chêne, j'ai senti la chaleur et le bourdonnement familier de mon restaurant. L'odeur. Un mélange de cire d'abeille, de bois chaud et une touche de verveine que je faisais diffuser. C'était l'odeur de chez moi. Thibault, mon directeur de salle, était à l'accueil. C'est un homme d'une loyauté sans faille, le premier que j'ai embauché. Il m'a vu. Ses yeux se sont brièvement élargis, c'était la première fois que j'entrais par la porte principale en tant que cliente. Il a repris sa contenance en une fraction de seconde. Il s'est incliné très légèrement. Madame Armel, a-t-il dit, si bas que seul moi pouvais l'entendre. Bonsoir, Thibault. La table Le Moine, s'il vous plaît. Bien sûr. Par ici. Alors que je le suivais, j'attendais près de l'entrée. Mon téléphone a vibré. C'était automatique, je regardais. Une story Instagram. De Solange. Une photo d'elle, en gros plan, se faisant maquiller par un professionnel. La légende, en route pour la grande soirée. J'espère que la reine du recyclage a pensé à mettre du savon de Marseille ce soir. On ne sait jamais. Hashtag fiançailles, hashtag classe, hashtag le chêne d'or. Elle ne m'avait pas tagué. Elle n'en avait pas besoin. La cruauté décontractée. C'était sa signature. J'ai relevé les yeux, mon cœur battant un peu plus fort. La famille était là. Installée à la table 12. La meilleure. La banquette d'angle en velours, sous le grand lustre en bois flotté que j'avais passé 3 mois à faire restaurer par un artisan des Monts d'Or. Solange scintillait, littéralement. Sa robe était couverte de sequins dorés. Elle ressemblait à une boule à facettes. Romain, son fiancé, était à côté d'elle. Grand, bronzé, costume taillé sur mesure, sourire parfait, mais des yeux totalement vides. Le genre d'homme qui voit les gens comme des actifs ou des passifs. Je me suis approchée. Armel, a dit ma mère, Béatrice, en me tendant une joue que je n'ai pas touchée. Son parfum, trop fort, m'a agressée. Elle m'a jaugé de la tête aux pieds. Cette robe est très pratique. Sobre. Le mot « pratique » était, dans sa bouche, l'insulte suprême. Bonsoir, maman. Tu es très élégante. Solange m'a à peine regardée. Tu as l'air, à l'aise, dit-elle, son regard balayant ma robe avec mépris. Puis Romain s'est levé, par pure formalité. Il m'a serré la main. Une poigne ferme, rapide. Enchanté. Romain Delacroix. Armel. Il ne m'avait pas reconnu. Nous nous étions brièvement croisés à un gala de charité 2 ans auparavant, où j'avais reçu un prix pour l'innovation sociale d'Ecopropre. Il ne m'avait pas vu à l'époque. Il ne me voyait toujours pas. Alors que je m'asseyais, Léo, le nouveau serveur, celui que j'avais embauché la semaine dernière pour son énergie, s'est approché. Il ne m'avait jamais vu en tenue de ville. Il m'a regardé avec une politesse froide, me prenant sûrement pour une cousine pauvre. « Madame, je suis désolé, dit-il en s'adressant à moi, mais en regardant ma mère. Mais cette zone est réservée pour la réception Le Moine. Le bar est juste là-bas si vous souhaitez patienter. » Il pensait que j'étais une cliente perdue.
Il pensait que j'essayais de m'incruster. Le silence est tombé. Solange a eu un petit rire étouffé. Avant que j'aie pu dire un mot, Thibaut est apparu, comme une ombre. Sa voix était calme, mais tranchante comme un rasoir. Léo. Cette dame est l'invitée d'honneur de la table Lemoine. C'est compris? Le visage de Léo est devenu écarlate. Oh, mon Dieu, madame, pardonnez-moi, je ne savais pas. Ce n'est rien, Léo, vraiment, ai-je dit doucement. Vous faites bien votre travail. Je me suis assise. Le dîner n'avait pas commencé depuis 5 minutes, et j'avais déjà été insultée par ma sœur et prise pour une intruse par mon propre employé. Dans ma propre maison. La soirée allait être longue. Très longue. Le champagne a été servi. Du Bicard Salmon rosé. J'ai vu mon père jeter un œil à l'étiquette et hocher la tête, l'air approbateur. J'avais personnellement négocié la caisse avec le vigneron. La conversation s'est immédiatement engagée, mais elle m'excluait. C'était un tourbillon de noms, de lieux et de chiffres. Les plans du mariage sur la Côte d'Azur, à Saint-Jean-Cap-Ferrat. La liste des invités, le ministre a confirmé, gloussa Solange. Et tout le conseil d'administration de la banque de papa. Lequel des 3 yachts de l'oncle de Romain serait le plus approprié pour la fête du lendemain? La lune de miel aux Seychelles. J'étais assise là, un fantôme à la table. Une anomalie. Mon regard s'est détaché d'eux. J'ai commencé à observer. C'était une seconde nature pour moi. Je n'étais plus Armelle la sœur. J'étais Armelle la propriétaire. Je voyais les détails qu'ils ne pouvaient pas voir. Je voyais que la lumière ambrée des appliques murales, des pièces uniques que j'avais chinées à l'Île-sur-la-Sorgue, était réglée à 70% d'intensité, la chaleur parfaite pour flatter le teint sans éblouir. Je voyais que la distance entre notre table et la suivante était de 1,20 m, le minimum absolu que j'exigeais pour garantir l'intimité acoustique. Je voyais que mon personnel se déplaçait avec cette grâce silencieuse, cette chorégraphie, que j'avais répétée avec Thibaut pendant des semaines, basée sur une formation que j'avais moi-même conçue. Il voyait un décor luxueux. Je voyais des mois de nuit blanche, des plans d'architectes refaits 10 fois, des artisans suppliés de tenir les délais. Ma mère m'a jeté un regard, comme si elle se débarrassait d'une obligation. Alors, Armelle. Toujours enfin, tu sais. À faire ton truc. Mon truc se porte bien, maman, merci. Cette robe est vraiment pratique, dit-elle une seconde fois, comme pour s'assurer que l'insulte avait porté. C'est de la soie, ai-je répondu. Elle a haussé les sourcils, surprise, puis a reporté son attention sur Romain. C'est à ce moment-là que mon père, Didier, s'est levé. Il tenait sa coupe de champagne haute. Sa voix de banquier, habitué à commander, a empli l'espace autour de nous. Un toast. Tous les regards se sont tournés vers lui. À Romain. Il a posé une main sur l'épaule de son futur gendre. À l'homme qui rejoint notre famille et qui, j'en suis certain, lui apporte enfin une vision stratégique moderne. Une vision d'avenir. À l'homme qui saura porter le nom Lemoine encore plus haut. À l'avenir, ont-ils tous répété en chœur, leurs vers s'entrechoquant. Solange rayonnait, buvant Romain des yeux. Béatrice avait presque les larmes aux yeux, émue par cette démonstration de prestige masculin. Personne n'a levé son verre vers moi. Personne n'a croisé mon regard. J'étais assise à 1 centimètre de mon père, et j'aurais pu être sur la lune. Une vision stratégique. Ces mots résonnaient dans ma tête. Une colère froide m'a envahi. Je me suis souvenu. Je me suis souvenu de la signature du prêt à la banque. 300 000 €. J'avais dû hypothéquer mon petit appartement, le seul bien que j'avais. J'avais dû me battre bec et ongle avec le banquier, qui ne voyait en moi qu'une jeune femme avec une idée sur les poubelles. Mon père avait refusé d'être mon garant. Tu as fait ton lit, Armelle. Couche-toi dedans. Je me suis souvenu des 3 premières années d'écopropre. Des semaines de 90 heures. Des nuits passées à pleurer dans mon bureau de 10 mètres carrés, terrifiée à l'idée de ne pas pouvoir payer mes 3 premiers employés. Et je me suis souvenu de ce restaurant. Le Chêne Doré. Ce n'était pas un caprice. C'était ma vision stratégique.
C'était la vitrine de ma philosophie, montrer que l'écologie, que la gestion durable, ce n'était pas sale, ce n'était pas mignon. C'était l'avenir du luxe. Ce restaurant était mon plus gros client éco-propre. Il était conçu pour être un modèle de circuit court, de zéro déchet, de durabilité élégante. La vision de mon père, c'était des chiffres sur un écran. Ma vision, ils étaient assis en plein dedans. Et ils étaient aveugles. J'ai levé ma propre coupe, seule. J'ai bu une gorgée. Le champagne avait un goût de cendre. Avez-vous déjà été assis dans une pièce que vous avez construite de vos propres mains, écoutant les autres parler de « vision », tout en réalisant que vous étiez la seule chose qu'ils étaient incapables de voir? Si c'est le cas, vous comprenez exactement ce que j'ai ressenti. Et croyez-moi, ce n'était que l'entrée. La suite allait être bien plus difficile à avaler. Les entrées sont arrivées. Des Saint-Jacques de Dieppe parfaitement saisis, servis sur une purée de panais vanillé. J'avais personnellement validé ce plat avec le chef, Jean-Pierre. Mais la nourriture ne semblait être qu'un prétexte à la conversation. Et la conversation, inévitablement, est revenue à moi. Comme un chien qui ronge un os. Ma mère, Béatrice, a posé ses couverts avec un soupir théâtral. Elle m'a regardé avec ce sourire pincé, celui qu'elle réservait aux œuvres de charité et aux parents pauvres. Alors, dis-nous, Armelle, commença-t-elle, sa voix mielleuse attirant l'attention de toute la table. Comment ça se passe, ton entreprise? Ce truc de salubrité publique? Elle a prononcé salubrité publique, comme si c'était un mot obscène, quelque chose qui la dégoûtait physiquement, comme si elle venait de marcher dans quelque chose de nauséabond. J'ai gardé mon calme. Ça se passe très bien, maman. Nous venons de signer 2 nouveaux contrats majeurs. Oh, dit-elle, l'air vaguement intéressée. Une cousine éloignée, Amélie, que je n'avais pas vue depuis au moins 10 ans et qui semblait impressionnée par le décor, a demandé avec une curiosité naïve, « Mais tu fais quoi exactement, Armelle? Tu travailles pour la voirie? Pour la mairie de Lyon ?» Avant que j'aie pu formuler une réponse, Solange a sauté sur l'occasion. C'était sa scène. Elle a ri, ce petit rire aigu et méprisant que je connaissais si bien. « Oh non, Amélie, c'est bien plus artisanal que ça, dit-elle en agitant la main. Armelle dirige une adorable petite start-up de déchets. Tu sais, un genre de coopérative de compost. C'est mignon. Mignon. Le mot est resté suspendu dans l'air. Mon entreprise. Éco-propre. Une société qui gérait les déchets complexes et dangereux de 3 des plus grands hôpitaux de la région. Une société qui conseillait des groupes industriels sur la revalorisation de leurs solvants. Une société qui employait 45 personnes. C'était mignon. Solange m'a regardé, ses yeux brillants d'une fausse bienveillance, d'une pitié calculée. Franchement, je t'admire, Armelle. Vraiment. Oser tout abandonner, quitter HC et tout, pour suivre une petite passion. C'est si courageux. Elle a savouré chaque mot. Moi, je ne pourrais jamais. J'ai besoin, enfin, tu sais. D'un vrai succès. De quelque chose de tangible. Un vrai succès. J'ai senti le rouge me monter aux joues. Pas de honte. De rage. Une rage froide, blanche, silencieuse. J'ai posé ma serviette sur la table. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Excusez-moi. Je reviens tout de suite. Je me suis levée. Mes talons résonnaient sur le parquet en chêne massif que j'avais choisi. J'avais besoin d'air. J'avais besoin de me souvenir de qui j'étais. Je n'ai pas tourné à gauche vers les toilettes des clients. J'ai tourné à droite, vers la zone du personnel. Je suis passée devant la grande cuisine ouverte, un mur de verre que j'avais insisté pour avoir. J'ai croisé le regard de Jean-Pierre, mon chef. Il m'a vu. Il a vu la tension dans mes épaules. Il a vu l'orage dans mes yeux. Il m'a fait un signe de tête respectueux. Un signe qui disait, « Je sais qui vous êtes, madame. Tenez bon. » Ce simple geste m'a donné la force de continuer. J'ai poussé la porte battante et je suis entrée dans le couloir de service, puis dans les toilettes du personnel. Je me suis appuyée contre le carrelage blanc, simple, propre.
J'ai respiré l'odeur de chlore, une odeur de travail, pas de parfum de luxe. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. Mon visage était pâle, mes yeux brillants. Tu n'es pas mignonne, ai-je murmuré à mon reflet. Tu n'es pas une passion. Tu n'es pas une éboueuse, point. J'ai posé mes mains sur le lavabo. Tu es CEO. Tu es fondatrice. Tu es propriétaire. Tu signes 45 fiches de paie. Tu gères des contrats de plusieurs millions d'euros. Tu es assise dans un restaurant que tu as bâti. Eux, ce sont tes invités. J'ai redressé mes épaules. J'ai rajusté ma robe. J'ai respiré profondément, 1, 2, 3 fois. Quand je suis retournée à cette table, mon sourire était toujours en place. Mais quelque chose avait changé, s'était durci. La patience était partie. La femme, pratique, mignonne, était partie. Le silence à l'intérieur de moi n'était plus de la patience. C'était une bombe à retardement. Honnêtement, je vous le demande. À ce moment-là, j'étais partagée. Une partie de moi voulait juste payer l'addition et partir, leur laisser leur ignorance. L'autre partie voulait voir jusqu'où irait leur mépris. Que auriez-vous fait à ma place? Seriez-vous parti pour protéger votre santé mentale? Ou seriez-vous resté, comme moi, pour assister au spectacle? Dites-le moi franchement dans les commentaires. J'ai repris ma place, silencieuse. Je ne savais pas que Solange n'avait pas encore porté le coup le plus cruel. L'humiliation n'était pas terminée. Le plat principal a été servi. Un magret de canard fumé au bois de hêtre, que j'avais mis des semaines à perfectionner avec Jean-Pierre. La conversation avait dévié vers la valeur de l'appartement de Romain dans le 16e arrondissement à Paris, des millions d'euros lancés en l'air comme des confettis, des discussions sur les marchés financiers dont mon père raffolait. J'étais, une fois de plus, une simple spectatrice. C'est alors que ma mère, Béatrice, s'est tournée vers moi, comme si elle se souvenait soudainement d'un détail trivial. « Ah, Armelle, j'ai failli oublier de te dire, dit-elle, sa voix assez forte pour que toute la table l'entende. J'ai enfin trouvé une utilité à ton sac. Mon cœur a eu un raté. Quel sac? Puis je m'en suis souvenu. La fête des mères. L'année dernière. J'avais été si fière. J'avais fait fabriquer une petite série de tote bags en coton biologique très épais, de très haute qualité, fabriqués par un artisan français. Sur le côté, il y avait le logo discret d'Écopropre, et notre slogan, ma philosophie de vie, imprimé en lettres élégantes, ce n'est pas un déchet, c'est l'avenir. Je le lui avais offert avec une note manuscrite, espérant, je ne sais même plus quoi. Peut-être juste un signe de reconnaissance. Oh, ai-je réussi à articuler? Oui, dit-elle avec un grand sourire, visiblement ravie de son trait d'esprit. Solange ricanait déjà dans sa serviette, elle était clairement dans la confidence. Il est parfait. Je l'ai mis sous l'évier de la buanderie. Tu sais, il est incroyablement résistant. Elle a continué, savourant son effet. Je mets toutes mes bouteilles d'eau de Javel, le produit pour l'argenterie, et mes gants en caoutchouc dedans. C'est tellement pratique pour transporter tout ça quand je vais nettoyer la niche de Tundra. Tundra était leur Golden Retriever. C'est vraiment un excellent sac pour les tâches ménagères. Très solide. Bon choix de matériaux. Un sac pour les tâches ménagères. Mon slogan. Mon identité. Ma fierté. Mon avenir. Réduit à un sac pour transporter l'eau de Javel et nettoyer les déjections du chien. J'ai senti mes mains devenir glacées. Elles tremblaient sous la table. C'était plus qu'une insulte. C'était une exécution symbolique. C'était sa façon délibérée, calculée, de me dire, voilà ce que je pense de ton avenir. Il est bon pour nettoyer la saleté. Tout comme toi. J'ai regardé Solange, qui se cachait à peine de rire. J'ai regardé mon père, qui souriait, amusé. J'ai regardé Romain, qui avait un sourire en coin. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas pu. Qu'y avait-il à dire? J'ai juste hoché la tête, un sourire que je sentais figé, mort, sur mon visage. À cet instant précis, alors que je sentais les larmes me monter aux yeux, une présence s'est approchée. C'était Nadia. L'une de mes toutes premières employées.
Une femme que j'avais embauchée 5 ans plus tôt, alors qu'elle était mère célibataire, sans diplôme, parlant à peine français. Je l'avais formée. Je l'avais vue grandir. Elle était maintenant superviseuse de l'équipe de nuit pour le secteur hospitalier. Elle faisait des extras le soir aux chaînes dorées comme chef de rang, pour mettre de l'argent de côté. Elle s'est approchée pour remplir mon verre d'eau, un geste simple. Personne ne lui prêtait attention. Elle s'est penchée vers moi, son geste si discret, si professionnel, que personne ne l'a remarqué. Elle a fait semblant de réajuster mon couvert. Et elle a murmuré, si bas que seul le vent aurait pu l'entendre. Madame Armel. Je voulais juste vous dire. J'ai signé l'acte de vente hier. Pour mon appartement à Vaux-en-Velin. J'ai relevé les yeux vers elle, surprise. Elle a continué, sa voix vibrante d'une émotion contenue. Mon fils, Yacine, il a été accepté au lycée du Parc. En classe préparatoire. C'est grâce à vous. Vous m'avez donné ma chance quand personne d'autre ne le faisait. Vous avez cru en moi. Elle s'est redressée, m'a offert un sourire infime, presque imperceptible, et s'est éloignée pour servir la table voisine. Une larme. Une seule. A perlé au coin de mon œil. Je l'ai essuyée d'un revers de doigt rapide. Ma mère m'avait réduite à un sac d'eau de Javel. Mais pour Nadia, j'avais changé une vie. J'avais permis à un jeune homme brillant d'accéder aux meilleures études. Cette pensée. C'était mon bouclier. C'était ma réalité. J'ai redressé mes épaules. Mon sourire n'était plus figé. Il était vrai. Et j'allais avoir besoin de ce bouclier. Car le pire était encore à venir. Romain, le fiancé, s'apprêtait à prendre la parole. Et il ne parlait pas de sac. Il parlait de guerre. Romain a posé son verre de vin rouge. Il s'est essuyé la bouche avec sa serviette, un geste lent, calculé. Il avait senti la tension, il avait vu le ricanement de Solange et le sourire de Béatrice. Il a décidé que c'était le moment de m'achever, de me montrer, à moi la petite passionnée, ce qu'était le vrai succès. En parlant de verre, dit-il, faisant des guillemets en l'air avec ses doigts, un geste d'une condescendance infinie. Il me regardait droit dans les yeux. Je suis sur le point de conclure un très gros coup pour le cabinet. Mon père, Didier, s'est immédiatement redressé. L'odeur de l'argent. C'était la seule chose qui captait son attention. Ah oui? Raconte-nous, Romain. Quelque chose d'intéressant? Très intéressant, Didier, répondit Romain, savourant son effet. Je suis mandaté par un géant parisien de la Green Tech. Une boîte fabuleuse, Veritech. Ils lèvent des centaines de millions. Je suis en train de finaliser leur implantation majeure ici, à Lyon. Il a pris une gorgée de vin. On va littéralement nettoyer ce marché. Il a appuyé sur le mot « nettoyer » en me regardant. Mon sang s'est glacé. Je n'ai pas seulement senti l'insulte. J'ai senti la menace. Une menace directe, professionnelle. Il parlait de venir sur mon territoire, d'utiliser une puissance financière colossale pour écraser les acteurs locaux. Il parlait de me détruire. Il a continué, son arrogance débordant. Franchement, il est temps que les grands acteurs, les vrais professionnels, s'emparent de ce secteur. On a assez perdu de temps avec toutes ces petites initiatives locales, ces coopératives, qui font beaucoup de bruit pour rien, mais qui n'ont pas l'envergure pour un réel changement. Initiative locale. Coopérative. Il parlait de moi. Il parlait d'éco-propre. Il menaçait mon gagne-pain, la sécurité de mes 45 employés, la vie de Nadia, tout ce que j'avais construit, et il le faisait à ma propre table, en buvant mon champagne. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Veritech? Je les connaissais. Et comment? Une coquille vide. Une catastrophe écologique. Une entreprise spécialisée dans le greenwashing, le plus cynique. Ils étaient célèbres dans le milieu pour acheter des contrats municipaux à bas prix, puis sous-traiter le travail dangereux à des entreprises polluantes à l'étranger, tout en dépensant des millions en communication pour vanter leur bilan carbone neutre. Ils étaient tout ce que je détestais. Mais il y avait autre chose. Un secret. Un secret que Romain, dans toute son arrogance, ignorait totalement.
Veritech, dans sa stratégie d'expansion agressive, essayait désespérément de racheter Ecopropre depuis 6 mois. Il voulait mon nom. Il voulait ma réputation impeccable à Lyon. Il voulait mes contrats hospitaliers, que je leur avais soufflés sous le nez. Leurs offres, d'abord polies, étaient devenues agressives, puis presque menaçantes. Et Romain? Son prestigieux cabinet d'avocats d'affaires à Paris? Cela faisait des semaines qu'ils envoyaient des emails de plus en plus insistants à mon assistante. Ils essayaient d'obtenir un rendez-vous avec la mystérieuse et insaisissable CEO d'Ecopropre. C'est-à-dire, moi. Mon assistante, suivant mes instructions, les avait ignorés, puis leur avait envoyé une fin de non-recevoir polie. Il était là. L'homme de main. Se vantant de vouloir détruire une entreprise qu'il n'était même pas qualifié pour rencontrer. Il me menaçait avec ma propre valeur. Il me déclarait la guerre, sans savoir qu'il parlait au général ennemi. L'ironie était si forte, si violente, qu'elle m'a presque fait rire. J'ai gardé mon visage parfaitement neutre. J'ai même affiché un air d'intérêt poli. J'ai pris mon verre de vin. Ça a l'air très impressionnant, Romain, ai-je dit, ma voix douce comme le velours. Veritech. C'est un gros nom. J'espère que ça fonctionnera pour toi. Le marché lyonnais, très particulier. Les gens ici n'aiment pas les solutions parisiennes. Il a eu un sourire condescendant. Oh, ne t'en fais pas pour moi, Armel. L'argent ouvre toutes les portes. Et je sais comment gérer les petits concurrents locaux qui se mettent en travers de mon chemin. J'en suis sûre, ai-je répondu en buvant une gorgée. La partie d'échecs venait de commencer. Il ne savait juste pas que j'avais déjà gagné. La tension était si épaisse que j'aurais pu la couper avec les couteaux à poisson que j'avais mis 3 semaines à choisir. Et le repas n'était même pas fini. Le plat principal a été servi par une équipe de serveurs si synchronisée qu'elle semblait danser. Une lotte de Bretagne, pêchée à la ligne, servie avec une sauce au safran et des petits légumes glacés. Un plat signature de Jean-Pierre. Un plat que j'adorais. Mais Solange, bien sûr, devait trouver quelque chose à redire. C'était sa nature. Critiquer pour exister. Elle a piqué un morceau de poisson avec sa fourchette, l'a porté à ses lèvres, et a immédiatement fait la grimace. Une grimace théâtrale, destinée à attirer l'attention. Hug, lâcha-t-elle, en posant sa fourchette avec un bruit sec. Romain, chéri, goûte-moi ça. C'est fort. Romain, servile, a goûté. C'est vrai. C'est particulier. Le safran, non? C'est très dominant. Ma mère, Béatrice, a reniflé son assiette. Pour un restaurant de ce prix, c'est une faute de goût impardonnable. Le safran, ça sent l'hôpital. Ça fait bas de gamme. Je suis surprise, Didier, tu m'avais dit que cet endroit était raffiné. C'est ce que j'avais lu, grogna mon père, l'air contrarié. Je n'ai pas pu m'en empêcher. C'était plus fort que moi. Ce n'était pas ma fierté personnelle. C'était la fierté de mon équipe. C'était le travail de Jean-Pierre. C'était le respect du produit que je prônais. Ce n'est pas du safran ordinaire, ai-je dit calmement. Tous les regards se sont tournés vers moi. Le silence était soudain, surpris. Pardon, dit Solange, visiblement agacée que j'ose la contredire, elle, la future reine de la soirée. J'ai posé mes couverts. J'ai regardé mon assiette, puis ma sœur. Ce n'est pas du safran ordinaire, ai-je répété, ma voix posée, pédagogique. La plupart des restaurants utilisent du safran en poudre ou des pistils de qualité inférieure, qui donnent ce goût médicinal que tu décris. J'ai continué, sentant le regard de Romain se fixer sur moi. Ceci, c'est du safran de la Mancha, en Espagne, le meilleur du monde, AOP. Et surtout, il n'a pas été chauffé. Les pistils ont été infusés à froid dans une huile de pépins de raisin neutre pendant exactement 48 heures, juste pour en extraire la couleur et le parfum floral, pas l'amertume. J'ai pris une petite bouchée. L'arôme que vous sentez, ce n'est pas le safran. C'est une touche d'huile d'agastache, une herbe anisée, que Jean-Pierre ajoute à la dernière seconde. Elle est conçue spécifiquement pour neutraliser le côté médicinal du safran tout en rehaussant la douceur iodée de la lotte. Il a mis 3 mois à perfectionner cette technique.
J'ai relevé les yeux. Toute la table me fixait. Bouche bée. La serveuse, Jessica, s'était arrêtée net à côté de la table, une bouteille de vin à la main. Elle me regardait, attendant une directive, un signe. J'ai fait un léger signe de tête pour lui dire de continuer à servir. Mon père me regardait comme si je venais de parler martien. Ma mère avait l'air profondément contrariée. Solange était rouge de colère. Romain, lui, avait perdu son sourire condescendant. Il me regardait différemment. Pour la première fois. Il y avait de la confusion, et peut-être, un soupçon de respect ? Tu connais drôlement en cuisine, Armel, dit-il, sa voix plus basse. J'ai haussé les épaules. J'ai pris une autre bouchée. C'était parfait. Je ne m'y connais pas en cuisine, ai-je dit en avalant. Je m'y connais en processus. Je m'y connais en excellence. Du compostage de nos déchets à la haute gastronomie, tout est une question de contrôle qualité, de sourcing irréprochable, et de respect du produit. Et du travail de l'homme. Le silence est revenu, mais il était différent. Il n'était plus méprisant. Il était perplexe. La première fissure venait d'apparaître dans leur façade de certitude. Elle, éboueuse, ne devait pas connaître la différence entre le safran de la Mancha et l'huile d'Agastache. Elle, éboueuse, ne devait pas parler d'excellence. J'avais marqué un point. Mais Romain, sentant qu'il avait perdu pied, a décidé de revenir sur son terrain de prédilection, l'humiliation directe. Grosse erreur. Romain s'est senti déstabilisé. Son monde, où les gens étaient soigneusement classés dans des cases, les banquiers, les avocats, et les autres venaient d'être bousculés. Elle, éboueuse, venait de lui donner une leçon de gastronomie de luxe. Il avait besoin de reprendre le contrôle, de me remettre à ma place, la place qu'il m'avait assignée. Il a forcé un rire, un son rauque qui sonnait faux dans l'acoustique parfaite de la salle. Eh bien, chapeau, Armel. C'est impressionnant. Il m'a regardé avec un nouveau sourire, encore plus condescendant que le premier. Dire que tu as commencé, quoi ? À traîner des conteneurs poubelles ? Et maintenant tu nous fais la leçon sur le safran. Solange, ravie de retrouver son allié dans la moquerie, a sauté sur l'occasion. C'était sa chance de regagner la face après avoir été prise en défaut sur le safran. Elle a ri. Un son aigu, perçant, désagréable. Oh oui. C'est incroyable ce qu'on apprend en faisant les poubelles, n'est-ce pas ? Au moins, ajouta-t-elle, son venin dégoulinant, tu ne fouilles plus dedans, j'espère. Pauvre éboueuse. Le mot était lâché. Le même mot. L'arme favorite de mon père. L'insulte ultime. Ce fut le coup de trop. Le temps s'est suspendu. J'ai posé lentement ma fourchette et mon couteau sur l'assiette. Le petit clic du métal sur la porcelaine de Limoges, que j'avais commandé spécialement, a résonné comme un coup de feu dans le silence soudain. J'ai bu la dernière goutte de mon verre d'eau. J'ai levé les yeux. Je n'ai pas regardé Romain. J'ai regardé ma sœur. Droit dans les yeux. Ma voix, quand elle est sortie, n'était pas forte. Elle était calme. Claire. Froide. Et elle coupait comme un rasoir. Tu as raison, Solange. Elle a été surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que je sois d'accord. Tu as tout à fait raison. Je ne fouille plus dans les poubelles. J'ai fait une pause. J'ai laissé le silence s'installer. Maintenant, je possède le système. Personne n'a respiré. Solange a plissé les yeux, sa bouche s'est entr'ouverte. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu délires. Je dis que je ne trie plus les déchets, ai-je continué sur le même ton. Je possède l'entreprise qui gère les déchets. L'entreprise qui forme les gens. L'entreprise qui signe les contrats. L'entreprise dont Veritech essaie désespérément de racheter le nom. Un silence de mort s'est abattu sur la table. Ma mère me regardait, horrifiée. Mon père avait l'air totalement perdu. Et c'est mon père, Didier, dans son ignorance totale de la tension, qui a choisi ce moment pour parler. Il a tapoté sur la table, l'air jovial, voulant dissiper ce qu'il prenait pour une querelle de sœurs. En tout cas, trêve de bavardage, cet endroit est absolument remarquable. Le service, l'ambiance,
La nourriture, c'est du très, très haut niveau. Une vraie réussite. Il s'est tourné vers ma mère. Béatrice, chérie, nous devons absolument rencontrer le propriétaire. Il faut le féliciter. Lui donner ma carte. Solange, essayant désespérément d'ignorer ce que je venais de dire, de le classer comme un mensonge pathétique, a saisi la perche. Oh oui, papa, quelle excellente idée, s'est-elle exclamée. Il faut qu'on leur écrive une note. Pour être sûr d'être invité à nouveau. C'est tellement exclusif ici. Romain, tu devrais t'en charger. Il parlait de moi. Il discutait de la meilleure façon de me soudoyer. Ils voulaient donner leur carte au propriétaire. Mon propriétaire. J'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment. J'ai pris ma serviette et je l'ai posée sur la table. Ils savent, ai-je dit. Ma mère s'est tournée vers moi, agacée. Pardon? Ils savent quoi? Arrête de dire des choses sans queue ni tête, Armel, tu es fatigué. Ils savent que vous êtes satisfait. J'ai regardé chacun d'entre eux. Mon père. Ma mère. Solange. Et Romain. Vous leur adressez vos compliments, depuis le début de la soirée. Il y a eu une seconde de confusion totale. Ma mère a froncé les sourcils. Armel, tu deviens folle. Mais Romain, lui, avait arrêté de sourire. Il me fixait. Il n'était pas stupide. Il était arrogant, mais pas stupide. Son visage avait pâli. Il commençait à assembler les pièces du puzzle. Le safran. La menace sur Veritech. Le nom d'Ecopropre. Le nom de ce restaurant. Il commençait à comprendre. Le visage de Romain s'est décomposé. C'était fascinant à observer. La couleur a quitté ses joues. Son sourire arrogant s'est figé, puis s'est effondré. Il me regardait, puis jetait des regards paniqués autour de la salle, comme s'il cherchait une caméra cachée. Il a regardé le personnel, puis à nouveau moi. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Il a avalé sa salive. Éco-propre? A-t-il murmuré, si bas que j'ai à peine entendu. Le contrat avec la mairie de Lyon? Le refus de Veritech, ce restaurant? Le chêne doré? Oh, mon Dieu! Il a secoué la tête, comme pour chasser une idée absurde, terrifiante. Non, c'est impossible. Il m'a pointé du doigt, sa main tremblait visiblement. Armel? C'est toi la CEO? La CEO d'Ecopropre? Avant que j'aie pu répondre, avant que j'aie pu savourer ce moment, la porte principale du restaurant s'est ouverte, laissant entrer un courant d'air frais et une nouvelle présence. Une femme est entrée. Pas n'importe quelle femme. Hélène Dubois. La vice-présidente de la métropole de Lyon, en charge de l'économie, de l'innovation et de l'environnement. Une des femmes les plus puissantes et les plus respectées de la région. C'était mon mentor. Et c'était grâce à elle que j'avais remporté l'appel d'offres majeur de la ville face à Veritech. Elle m'a vu. Son visage s'est immédiatement illuminé. Elle a traversé la salle d'un pas rapide et décidé, ignorant les autres convives qui se retournaient sur son passage. Elle s'est dirigée droit vers notre table. Armel! Quelle merveilleuse surprise, s'est-elle exclamée, sa voix chaude et pleine d'autorité remplissant la pièce. Elle a posé ses deux mains sur mes épaules, un geste à la fois maternel et professionnel, devant ma famille médusée. Je sors juste de la réunion plénière, a-t-elle continué, rayonnante. Et c'est signé. La nouvelle est tombée il y a 1 heure. Le partenariat avec les Nations Unies est officiellement validé. Ta campagne mondiale, ton slogan. Ce n'est pas un déchet, c'est l'avenir, ils l'ont adopté. C'est une victoire incroyable pour toi, pour Écopropre, et pour Lyon. Elle a ri, puis son regard s'est posé sur ma famille. Sur les visages figés. Stupéfait. Oh, dit-elle, réalisant qu'elle interrompait quelque chose. Je suis désolée, je vous dérange en plein dîner de famille. J'espère que vous êtes en train de célébrer toutes ces réussites. Didier, Béatrice, dit-elle, les reconnaissant de divers galas de charité, vous devez être tellement fiers de votre fille. Mon père avait la bouche grande ouverte.
Il ressemblait à un poisson hors de l'eau. Ma mère, Béatrice, était blanche comme un linge. Solange était livide, ses yeux passant d'Hélène à moi, son cerveau n'arrivant pas à traiter l'information. Et comme si ce coup de théâtre ne suffisait pas, comme si l'univers avait décidé que ce soir, la justice serait poétique, Thibaut, mon manager, s'est approché à cet instant précis. Toujours impeccable. Toujours professionnel. Il s'est raclé la gorge. Madame Armel, dit-il, sa voix claire et parfaitement audible pour toute la table. Pardonnez-moi de vous interrompre, vous et Madame la vice-présidente. J'ai un journaliste du Monde, section économie, qui est dans le hall. Il a appris par l'attaché de presse de Madame Dubois que vous dîniez ici ce soir. Il a eu vent du partenariat avec l'ONU et il souhaiterait une brève déclaration. Je lui ai dit que vous étiez en famille. Dois-je lui demander de repasser demain à vos bureaux? ONU. Le Monde. Madame la vice-présidente. Madame Armel. Le coup de grâce. Romain est devenu vert. Littéralement. Je pensais que c'était une expression, mais non. Il est devenu d'une couleur verdâtre. Il a porté sa main à sa bouche. Puis il y a eu un son. Un son aigu. Un clic. Suivi d'un fracas. Le verre de vin rouge de ma mère, Béatrice, venait de glisser de sa main tremblante. Il s'était écrasé sur le sol, explosant en 1000 morceaux, éclaboussant le parquet en chêne que j'avais choisi. Silence. Absolu. Le restaurant entier s'était tu. Et dans ce silence, Hélène m'a regardé, a regardé ma famille, a regardé le verre brisé, puis m'a regardé à nouveau. Elle a tout compris. Elle s'est penchée vers mon oreille et m'a murmuré. Et dire que tu n'as même pas eu besoin d'élever la voix. Le spectacle était terminé. Mais les conséquences, elles, ne faisaient que commencer. Le silence qui a suivi le fracas du verre était plus assourdissant que n'importe quel cri. Il s'est étiré, lourd, pesant. Seul le bruit discret de Thibaut faisant signe à un serveur de venir nettoyer les dégâts le rompait. Solange a été la première à retrouver sa voix. Mais ce n'était plus la voix aiguë et moqueuse. C'était un sifflement bas, étranglé, rempli d'un venin et d'une incrédulité qui frôlait l'hystérie. Tu nous as piégés, a-t-elle articulé, ses jointures blanches à force de serrer sa serviette en lin. Tu as tout organisé. N'est-ce pas? Cette femme, le journaliste. Tu as fait ça pour nous humilier. Je l'ai regardé. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai ressenti ni colère, ni douleur. Juste une profonde pitié. Non, Solange, ai-je dit doucement. Je n'ai rien organisé. J'ai juste vécu ma vie. Une vie que tu as refusé de voir. J'ai fait une pause. Je suis venue ce soir en espérant, je ne sais pas. Peut-être juste un dîner normal. J'espérais que pour une fois, tu me verrais. Que vous me verriez tous. J'ai regardé ma mère, qui fixait la tache de vin sur le sol comme si c'était la fin du monde. J'ai regardé mon père, qui avait l'air d'avoir vieilli de 20 ans. Mais vous ne l'avez pas fait. Et maintenant, dis-je en haussant légèrement les épaules, ce n'est plus grave. Je me suis levée. J'ai lissé ma robe. Hélène a posé une main encourageante sur mon bras. J'ai regardé Romain. Il était livide et évitait mon regard. Et Romain, ai-je ajouté, ma voix soudainement redevenue professionnelle, celle de la CEO. Concernant Veritech. Leurs méthodes sont, au mieux, douteuses. Dites à vos patrons de m'appeler. S'ils sont très, très polis, et s'ils ont une offre sérieuse pour racheter leurs actifs lyonnais après leur échec, peut-être que je décrocherai. C'était une déclaration de guerre commerciale, et ils le savaient. On y va, Armel, m'a dit Hélène, me sortant de la confrontation. On a une vraie réussite à fêter. Loin de tout ça. J'ai hoché la tête. J'ai attrapé mon sac. Alors que je partais, que je tournais le dos à ma famille figée, j'ai jeté un dernier regard à Thibaut, qui supervisait le nettoyage. Thibaut, et laissai-je tomber, ma voix claire et portant juste assez pour que ma famille entende. Envoyez l'addition à la table Lemoine. L'intégralité, s'il vous plaît. Le champagne aussi. Pas de réduction. Je suis parti sans me retourner. Les 2 jours suivants ont été un tremblement de terre silencieux.
Ma famille, bien sûr, ne m'a pas appelé. Pas un message. Pas un mot. Le silence. Le même silence méprisant, mais qui cette fois, avait un goût de défaite. Leur défaite. Puis les retombées ont commencé. Ce n'était pas dans les ragots mondains. C'était dans les Échos. Le grand journal financier français. En première page de la section économie régionale, Écopropre, la PME lyonnaise, remporte le contrat DE gestion des déchets DE la métropole. Un contrat de 5 millions d'euros qui bat le géant parisien Veritech. L'article était dévastateur. Il ne parlait pas seulement de chiffres. Il parlait de philosophie. Il citait des sources anonymes, que j'avais fournies, sur les méthodes de greenwashing de Veritech. Il mentionnait que l'échec de Veritech était dû à une proposition arrogante, mal préparée, et une méconnaissance totale du tissu économique local. J'ai appris plus tard, par une source interne au cabinet de Romain, que l'article avait fait l'effet d'une bombe à Paris. Romain avait été convoqué au siège. Son « gros coup » lui avait explosé au visage. Il avait non seulement échoué à obtenir le contrat, mais il avait insulté, menacé et humilié publiquement la CEO de l'entreprise qu'il était censé analyser, et qui était en plus protégée par la vice-présidente de la métropole. Il était fini. Sa carrière à Lyon était terminée avant d'avoir commencé. Solange, j'ai remarqué le lendemain, avait supprimé son compte Instagram. Et le silence de ma famille est devenu assourdissant. Ce n'était plus un silence de mépris. C'était un silence de honte. La vie n'est pas un film. Les révélations fracassantes ne mènent pas toujours à des excuses larmoyantes et à des étreintes au coucher du soleil. Le public de plus de 50 ans le sait. La réalité est plus compliquée, plus grise. L'article du Monde est sorti 2 jours après celui des Échos. Il était différent. Il parlait moins du contrat que de mon parcours. Le journaliste avait retrouvé mon slogan « Ce n'est pas un déchet, c'est l'avenir », et l'avait utilisé comme titre. Il m'avait dépeinte comme le nouveau visage de l'entrepreneuriat français, féminin, durable, et ancré dans le réel. Le téléphone a finalement sonné. Un numéro que je connaissais par cœur. Ma mère. Béatrice. J'ai laissé sonner 3 fois. J'ai respiré. J'ai décroché. Allô ? Un silence. Puis sa voix. Tendue. Froide. Armelle. Bonjour, maman. Tu as fait la une des journaux. Ce n'était pas une félicitation. C'était une accusation. C'est exact. Tu nous as mis dans l'embarras, a-t-elle dit, sa voix se brisant presque sur le mot « embarras ». Tout le monde nous appelle. Tes tantes, nos amis du club de golf. Ils demandent pourquoi nous n'avons jamais rien dit. J'ai souri tristement. Ce n'était pas ma réussite qui la dérangeait. C'était le fait que les autres sachent qu'elle m'avait ignorée. C'était son image publique qui était écornée. C'est tout ce que tu as à dire, maman ? Que je t'ai mise dans l'embarras ? Il y a eu un long, très long silence. J'ai entendu son souffle, presque un sanglot ravalé. Tu as bien réussi, a-t-elle finalement concédé, comme si elle arrachait les mots de sa gorge un par un. Tu aurais pu nous le dire. Tu aurais pu éviter ce spectacle. Je vous l'ai dit, maman, ai-je répondu, ma voix soudainement fatiguée. Je vous le dis depuis 10 ans. Vous n'avez jamais écouté. J'ai fait une pause. Maman. Je n'ai pas besoin que tu sois fière de moi. J'ai juste besoin que tu arrêtes de prétendre que je n'existe pas. J'ai raccroché. Je n'ai pas claqué le téléphone. J'ai juste appuyé sur le bouton. Le lendemain, quelqu'un a sonné à la porte de mon bureau chez Écopropre. C'était Julien. Mon frère aîné. Celui qui était resté silencieux comme une carpe pendant tout le dîner. Il se tenait là, mal à l'aise dans son costume trop cher, tenant une bouteille de côte rôtie. Une très bonne bouteille. Il a commencé, sans me regarder dans les yeux. J'ai lu les journaux. Entre, Julien. Il s'est assis en face de mon bureau, posant la bouteille entre nous. J'ai été un lâche, Armelle. J'aurais dû dire quelque chose. Ce soir-là. Et toutes les autres fois. Pourquoi tu ne l'as pas fait, Julien ? Il a finalement levé les yeux.
Ils étaient remplis d'une tristesse que je n'avais jamais vue. Parce que j'ai peur, a-t-il dit. J'ai peur de papa. J'ai peur de perdre mon héritage. J'ai peur de ne pas être à la hauteur de son monde. J'ai toujours eu peur. Il a eu un sourire amer. Toi, tu n'as jamais eu peur. Si, Julien, ai-je dit doucement. J'ai eu peur. Tous les jours. J'ai juste choisi d'avancer quand même. Il a poussé la bouteille vers moi. Je suis désolé. Ce n'était pas une absolution. Mais c'était un début. Un pont fragile, construit sur les ruines de notre famille. Béatrice m'a invité à déjeuner la semaine suivante. Dans un restaurant neutre. Pas le mien. Elle était nerveuse. Elle portait ses perles, son armure. Elle a essayé, une dernière fois, de sauver la face. Tu as géré cette soirée, avec beaucoup d'élégance, finalement, dit-elle en sirotant son thé. J'ai posé ma tasse. J'ai posé mes mains à plat sur la table. Maman. Je suis ta fille. Je t'aimerai toujours. Mais cela ne te donne plus le droit d'écrire mon histoire. Mon histoire m'appartient. Tu peux y avoir une place, si tu le souhaites. Mais tu n'en es plus la narratrice. Elle n'a pas répondu. Elle a juste hoché la tête, lentement. Ce n'étaient pas des excuses. Ce n'était pas une réconciliation hollywoodienne. C'était un cessez-le-feu. Une trêve fragile, basée sur une nouvelle réalité. Je n'étais plus elle éboueuse. J'étais celle qui avait le pouvoir. Et je me demandais si c'était mieux, ou juste, différent. Aujourd'hui, je ne suis pas assise à un dîner de famille tendu. Je ne suis pas dans un restaurant chic en train de me justifier. Je suis sur le toit du Chêne Doré. Pas dans le restaurant lui-même, mais un étage au-dessus. Dans la serre que j'ai fait construire sur le toit. C'est le cœur d'Écopropre. C'est là que nous testons nos systèmes de compostage urbain, que nous cultivons les herbes aromatiques pour le restaurant d'en bas. C'est mon véritable bureau. La lumière du matin de Lyon filtre à travers les panneaux solaires qui alimentent le bâtiment. Je suis assise à une grande table en bois brut, mais elle n'est pas dressée pour la haute gastronomie. Elle est couverte de carnets, d'ordinateurs portables et de tasses de café. Autour de moi se trouvent 12 jeunes femmes. Elles ont entre 18 et 25 ans. Elles viennent des quartiers de Lyon, des Minguettes, de Vaux-en-Velin, de la Duchère. C'est mon programme de mentorat mensuel. Des jeunes femmes qui, comme moi, n'ont pas commencé avec les bonnes cartes en main. Une jeune femme, Sarah, 19 ans, la plus timide du groupe, lève la main. Madame Armel, excusez-moi, mais, vous avez toujours su que vous alliez réussir. Que vous seriez ici, avec, enfin, tout ça. Je souris. Je secoue la tête. Pas du tout, Sarah. Je regarde ces visages, si pleins d'espoir et de doute. Je ne leur parle pas d'Hélène Dubois. Je ne leur parle pas des Nations Unies ou du journaliste du Monde. Je leur parle d'autre chose. Je vais vous dire ce que j'ai su, dis-je, en me penchant en avant. J'ai su ce que c'était de dormir dans mon premier bureau de 10 mètres carrés à Vaux-en-Velin, sur un matelas pneumatique, parce que je n'avais pas les 10 € d'essence pour rentrer chez moi après une journée de 18 heures. J'ai su ce que c'était de regarder une facture d'électricité de 80 € en pleurant, parce que je ne savais pas comment j'allais la payer. Je les regarde une à une. J'ai su ce que c'était d'être invisible. J'ai su ce que c'était d'être appelée « l'éboueuse » par les gens qui étaient censés m'aimer le plus. C'est ça que je savais. Elles m'écoutent. Elles ne respirent presque plus. Elles comprennent. La semaine dernière, c'était le mariage de Solange. Je n'y suis pas allée. Je n'étais pas invitée. Mais je lui ai envoyé un cadeau. J'ai fait livrer une petite composition florale à la mairie du 6e arrondissement. Une composition simple, faite avec les herbes de ma serre sur le toit. La carte disait juste « Félicitations, Solange. Pour l'avenir, pense toujours à garder une place à table pour la prochaine génération. » Elle ne m'a pas répondu. Parfois, les gens les plus proches de nous, notre famille, sont les derniers à voir qui nous sommes vraiment. Parfois, le monde entier doit leur hurler la vérité à la figure avant qu'ils ne daignent lever les yeux. Et parfois, même là, ils choisissent de ne pas voir. Mais la leçon que j'ai apprise,
la leçon que je veux partager avec vous aujourd'hui est la suivante. Vous n'avez pas besoin de leur permission pour devenir la personne que vous êtes destiné à être. Vous ne devez un siège à votre table à personne s'ils n'ont jamais demandé ce qu'il vous en a coûté pour la construire. J'ai passé des années à essayer d'obtenir l'approbation de gens qui ne voyaient que mes mains sales, qui ne voyaient que la déception. Ce que je n'avais pas compris, c'est que leur silence, leur mépris, n'était pas la preuve de mon échec. C'était la preuve de leur peur. La peur d'un chemin différent. La peur d'une femme qui construit sans demander la permission. La peur de voir leur propre monde, si confortable, si prévisible, devenir obsolète. Et une fois que j'ai cessé d'essayer de m'adapter à leur version étroite du succès, j'ai enfin commencé à vivre la mienne. Alors, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, et que vous vous êtes déjà senti invisible, si on vous a déjà dit que votre travail ne comptait pas, que vos rêves étaient trop mignons, ou que vous n'étiez tout simplement pas assez. J'espère que mon histoire vous rappelle que vous avez déjà de la valeur. Vous n'avez pas besoin de leurs applaudissements pour avoir de l'impact. Maintenant, j'aimerais vraiment connaître votre histoire. Avez-vous déjà dû tracer une ligne infranchissable entre qui vous êtes et ce que votre famille, vos amis, ou la société attendait de vous? Ou peut-être que vous êtes en ce moment même en train d'essayer de trouver le courage de tracer cette ligne. Racontez-moi dans les commentaires. Parlons-en. Partageons nos forces. Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné en vous, mettez un 1 dans les commentaires, ou dites-moi simplement ce que vous avez ressenti. Et si elle ne vous a pas plu, si vous pensez que j'aurais dû réagir différemment, que j'aurais dû pardonner, ou que j'aurais dû être plus dur, je veux aussi le savoir. Vos opinions comptent énormément pour moi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires vraies comme celle-ci, des histoires de la vie réelle, de conflits familiaux, de finances, et de résilience. Quelqu'un, quelque part, peut-être un de vos amis, a besoin de l'encouragement que vous venez d'entendre. Prenez soin de vous. Continuez à construire votre propre table. Et continuez, toujours, à vous choisir.